Au moment de la sortie du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, il était intéressant, à mon sens, d'avoir la vision d'un professionnel qui est dans l'évaluation des maisons de retraite et des EHPAD, David Jacquet, qui est le fondateur et directeur du site maison-retraite-sélection.fr. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter, puis présenter l'expérience que vous avez dans le secteur, puis présenter votre activité. Alors, moi, je suis le directeur d'un site, donc le site que vous venez de citer, qui, euh, qui est l'émergence d'un ouvrage qui a été créé en 2005. Nous avons créé en 2005 une société d'édition avec un ouvrage qui s'appelait Le Guide de la dépendance, qui était une sorte de guide Michelin des établissements de retraite. Ça a été lancé en copartenariat avec France Info. Nous avons sorti le premier ouvrage en 2006. Et chaque année, nous faisions un nouvel ouvrage, un nouveau tirage. En 2010, on crée avec France Info le premier palmarès, avec une journée spéciale sur les antennes, les ondes de France Info. En 2013, l'édition s'arrête parce que économiquement, elle n'était pas viable en termes de rentabilité pour payer des investigations qui sont quand même assez lourdes. Donc, on change de modèle économique et on ouvre le site gratuitement au public, mais on change de modèle économique et on va chercher de l'abonnement auprès de partenaires qui sont des établissements, qui sont des groupes. Voilà. Alors, depuis, on est un groupe privé qui fonctionne avec des revenus d'abonnement sur les établissements. Il faut savoir que, pour être très clair, nous, il y a une partie d'édition, une partie journalistique, de critique, de notes, etc., et une partie de service qui vient en complément pour ceux qui le désirent, c'est-à-dire envoi de contact. On a un outil pour l'emploi aussi qui est mis à leur disposition. On a la possibilité de mettre des photos, il y a des options supplémentaires qui sont attribuées pour les partenaires. Voilà. Mais le jugement reste clair, net et précis, journalistique. Voilà. En plus, chaque année, Donc, vous avez des prix, vous remettez des prix vous classez les EHPAD, si j'ai bien compris, chaque année. voilà. Alors, chaque année, depuis 2010, nous attribuons des notes et nous classons les meilleurs EHPAD de l'année ou les meilleures réhabilitations de l'année lors d'une cérémonie qui se tient généralement en fin d'année, mais là, depuis 2 ans, on a changé un petit peu parce qu'il y a le Covid qui a peut poser de problème. Donc, ils vont avoir lieu en mois de février, dans une quinzaine de jours. Alors, quand nous visitons ces établissements, nous notons quoi? Nous notons tout ce que le public va payer. L'environnement, dans quel lieu se situe l'établissement, la qualité du bâtiment, le nombre de lieux de vie, la qualité des chambres, la domotique, s'il y en a, le standing, bien entendu, les services qui sont proposés, c'est-à-dire les animations, est-ce qu'elles sont riches, est-ce qu'elles sont moyennes, est-ce qu'il y a des capacités de sortie, la restauration, les espaces extérieurs, si c'est possible d'avoir des espaces extérieurs, etc. L'accueil, d'accord. Et puis, nous faisons un rapport qualité-prix par rapport à la zone géographique dans laquelle nous nous trouvons. Il est bien évident, quand on se trouve sur la Côte d'Azur, on ne peut pas avoir le même tarif que quand on se trouve au milieu de la Creuse. Donc, on essaie de regarder le tarif moyen de la zone et par rapport au tarif moyen de la zone et à la qualité des prestations qui sont proposées, on fait un rééquilibrage. Voilà. Donc ça, c'est important. Il faut savoir aussi que le site permet d'avoir une fiche complète. C'est une photographie, hein, puisqu'on fait une visite anonyme, surprise. On visite l'établissement, on fait le rapport sur l'ensemble des éléments que je viens de décrire, on lui attribue une note, on lui attribue un commentaire, et voilà. Et on essaie de passer régulièrement, c'est-à-dire tous les 5 ou 6 ans. Voilà. Et quand on a des établissements qui ne sont pas forcément toujours aux normes, ou il y en a de moins en moins, mais qui sont soit vieillissants, soit dans une mesure d'être réhabilités incessamment sous peu, on note et on repasse ou on se tient informé de savoir s'il y a eu des évolutions sur
sur l'établissement, ou des fois, il y a des créations aussi d'unités Alzheimer qui viennent se greffer à un ensemble. Voilà, tout ça, on en tient compte, on est informé et on se déplace quand les choses sont faites. Alors, comme je vous l'ai dit, le site comprend aussi certaines rubriques. Une rubrique sur l'emploi qui est très importante parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de recherches sur le secteur. On a une rubrique qui est spécifique aux résidences-services, qui sont en plein développement, et donc on leur a mis une rubrique spécifique pour les personnes qui sont plus autonomes et qui recherchent néanmoins des structures d'accueil. On a mis un blog pour l'actualité, pour dire un petit peu ce qui se passe, les nouveautés et éventuellement nos coups de cœur ou éventuellement nos réflexions. Et puis, on a mis aussi un focus qui nous tenait à cœur sur tous les membres du secteur qui font des choses positives pour donner une image différente de celle qu'ont les Français aujourd'hui sur le secteur de la dépendance. Donc, on a tendu le micro pour qu'ils puissent s'exprimer et dire ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent au niveau de leur entreprise. Alors, le site fait aujourd'hui entre 7500 et 10 000 visiteurs jour, visite unique, ce qui est quand même très important pour un site qui est quand même spécifique. Et nous avons, depuis, disons, 18 ans d'investigation, une vision globale du parc qui est unique. Ce n'est pas pour nous lancer des fleurs, mais c'est 18 ans de terrain. Vous voyez, donc, c'est 18 ans de visite dans les structures. Comment elles sont en termes de progression de qualité et qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de vie. Et notre vision, elle est globale et elle est à vous dire aujourd'hui que toutes les maisons de retraite ne se ressemblent pas. Voilà. Alors déjà, quand je parle de maison de retraite, c'est un terme générique qui est pour beaucoup ce mélange. C'est-à-dire que maison de retraite, ça peut être un MARPA. Un MARPA, c'est une petite structure rurale qui se trouve dans une commune retirée de 20 personnes, qui reçoit des personnes autonomes, mi-dépendantes. Mais ça peut être aussi une résidence autonomie, qui est l'ancien foyer logement, qui est aujourd'hui une résidence autonomie. Et ça peut être, bien entendu, l'EHPAD, qui est la véritable maison de retraite. L'EHPAD, c'est la véritable maison de retraite. Se mélange aussi la résidence-service. La résidence-service, c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une nouvelle structure d'accueil pour personnes autonomes de très, très grand standing. Et pour finir, ce qui se mélange aussi avec tout ça, qui n'a strictement rien à voir, mais qui se mélange, c'est des unités de soins de longue durée, qui, elles, ne devraient pas rentrer dans l'eau, mais qui sont quand même intégrées dans l'imaginaire des Français comme une maison de retraite, alors que c'est des endroits de fin de vie qui ne sont pas du médico-social, mais du sanitaire. D'accord ? Donc, on a fait le tri, mais on visite tout. On a commencé nos investigations 3 ans après la réforme des maisons de retraite. C'est-à-dire qu'on a vu une évolution du parc qui s'est faite sur presque la durée. On a commencé à voir les premières évolutions, puisque la réforme date de 2002, on a commencé en 2005. On a commencé à voir les premiers EHPAD sortir de terre suite à cette réforme. Alors, pour expliquer la réforme, c'était l'obligation de mettre à disposition des conditions d'hébergement de standing en échange du statut d'EHPAD et en échange d'avoir à l'intérieur de cet établissement une prise en charge du personnel. Grosso modo, voilà ce que c'est, en sachant qu'il y a des contrôles tous les 5 ans et que c'était obligé de le faire pour la plupart. Donc, on arrive au bout d'un temps avec une couverture du parc qui est presque dans sa globalité, totalement soit réhabilitée, soit refaite. On a un parc qui, à nos yeux, n'est pas exceptionnel, mais presque. Parce que les conditions de vie aujourd'hui sont humanisées, modernisées. Alors, bien entendu, plus on avance dans le temps, plus on y rajoute de la domotique, on y rajoute des services, des lieux de vie, etc. Mais je dois dire que le travail qu'on a vu effectué par tous est à souligner. Et personne ne le fait. Personne ne le fait. Il faut savoir que pour réaliser un EHPAD, aujourd'hui, il n'y a plus au compte-gouttes des agréments.
Mais pour réaliser un EHPAD dans une commune, c'est une bataille des fois de 10 ans, par les uns et par les autres. Les mairies, le conseil départemental, la région, la CNSA, tout ça, ça a besoin de se réunir pour des financements. Donc, les gens sont impliqués et se battent pour ça. Et c'est ça qu'il faut aussi souligner. Et moi, je vois des gens qui sont très engagés dans leur projet. Et quand ils arrivent à l'avoir mené au bout, ils sont heureux parce qu'ils se battent pour les personnes âgées. Voilà, ils ne se battent pas pour de la maltraitance, ils se battent pour eux. Donc, c'est à signaler. C'est à signaler. Et nous, on se bat pour que ça soit reconnu, ça. Et ça n'est pas, parce que ça intéresse moins les journalistes de dire voilà ce qui a été fait, que de dire bah, y a une amie qui a été maltraitée, ceci, cela, on n'était pas assez nombreux. On le sait tout ça, on le sait. On va en parler, mais on le sait. Alors, ce que je viens de vous dire, ça a créé néanmoins un gros problème. Pourquoi? Parce que le coût de séjour, avec toutes ces nouveautés, tous ces établissements modernes, eh bien, il a pris une claque. C'est-à-dire qu'il a fallu faire les amortissements sur 15 ans. Bon. Donc, le coût de séjour, il a augmenté, il a même des fois explosé. Ce qui a provoqué quoi? À nos yeux, tout le monde ne partage pas. Moi, je vous dis, peut-être que je ressens les choses. Le fait que les coûts de séjour aient augmenté a retardé l'entrée dans les établissements des personnes âgées, puisque ça coûte cher, on retarde au maximum. Quand on y rentre avec des taux de dépendance très élevés, très très élevés, et des durées de séjour qui sont très courtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pathologies sont nombreuses, que la perte d'autonomie est compliquée, qu'il y a à l'intérieur des équipes qui ne sont pas faites pour recevoir ce type de dépendance. Elles ne sont pas assez nombreuses. Et donc, ça crée une sorte de malaise parce qu'il y a des manques. Donc, ça a eu un bienfait, le bienfait d'avoir apporté un standing et un confort à la structure. Néanmoins, ça a généré, en termes de GMP, ce qu'on appelle le GIR moyen pondéré, un GIR beaucoup plus élevé qu'auparavant. Et donc, des difficultés à assumer, par rapport au personnel, à assumer le travail qu'il doit faire. Donc, il y a des manques. Il faut se rappeler que le DEPAD n'est pas un hôpital, on est dans le médico-social. La différence que je disais tout à l'heure avec l'USLD. Donc, si l'équipe n'est pas suffisamment étoffée, eh ben, on rentre dans des conflits. Et on a beaucoup de conflits aujourd'hui de personnel qui considèrent qu'ils ne sont pas nombreux et qui rentrent en conflit avec les directions, ce qui fait que les témoignages sont nombreux. Nous-mêmes. Avec la sortie du livre Les Fossoyeurs, vous avez appris quelque chose ou comment est-ce que vous avez reçu ce que vous avez pu apprendre du livre, ce qui a été dit sur le livre? Sincèrement, le livre, il ne m'apporte rien en termes d'information. Il ne m'apporte rien. Ce que j'attends de voir, c'est est-ce que la démonstration qui est faite par les témoignages qu'ils ont reçus est juste ou non. Ça, j'attends. J'ai reçu l'information, que je ne mets pas en cause, je l'ai reçue. J'attends maintenant la défense. C'est-à-dire que j'attends d'Orpea qui nous prouve le contraire de ce qui est avancé. C'est son rôle. Et moi, je lui laisse la possibilité de le faire. Voilà. Je dis, ils reçoivent des accusations, à eux de montrer, parce qu'il va y avoir des enquêtes, et c'est très bien qu'il y ait des enquêtes, c'est à eux de montrer le contraire. Moi, qu'on attribue des budgets au privé ne me dérange absolument pas. Les personnes qui sont à l'intérieur des structures, elles ont payé toute leur vie des impôts. Donc, elles sont en droit de recevoir la même chose que dans les structures publiques. Vous comprenez, je veux dire. Après, que l'utilisation des sommes qui sont allouées pour du personnel à des établissements ne soit pas utilisée aux mêmes fins, alors ça je ne cautionne pas. Je le dis tout de suite. Je ne cautionne pas. Mais vous dans les différentes évaluations, puisqu'en fait, en 18 ans, vous avez fait beaucoup d'évaluations,
Est-ce que vous arrivez à voir dans vos évaluations ce qui est décrit là, dans le livre? Ou est-ce que dans le livre, Non, c'est des cas précis? non, pour moi, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas la réalité. Ça n'est pas la réalité. Alors, en disant ça, je passe pour un collabo, hein, je vous dis tout de suite, parce que aujourd'hui, ça me serait beaucoup plus facile de vous dire, mais on ne peut pas vous imaginer ce que j'ai vu, etc. J'ai vu des choses qui n'étaient pas terribles, mais dans l'ensemble, je n'ai jamais vu, moi, des choses qui me permettent d'aller taper à la porte en disant, attendez, faites une inspection au plus vite parce qu'il y a telle personne enfermée, etc. Une fois, je vais vous dire, une fois, il m'est arrivé de me poser la question. J'étais dans un établissement, j'allais rentrer dans ma voiture, j'entends des cris. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une personne qui était enfermée dans un espace extérieur. Je suis sorti de ma voiture pour voir ce qui se passait. C'était simplement une personne qui était un petit peu désorientée, qui s'était enfermée dans une cabane à l'extérieur, et une aide-soignante est venue lui ouvrir. Mais vous voyez, c'est le seul moment où j'ai vraiment me suis dit, mais est-ce qu'une personne ne serait pas enfermée et maltraitée? Mais sinon, j'ai vu l'absence de bienveillance. C'est bien évident que quand on passe le samedi, on passe le dimanche. C'est des no-man's les établissements, hein, il faut le savoir. C'est-à-dire que le samedi et le dimanche, il y a peu d'effectifs dans les structures. Que c'est une journée, le samedi ou dimanche, ce sont des journées qui sont faites pour les familles. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on arrive à des moments où il y a peu de monde. On se dit, mais c'est triste, c'est tristounet. Voilà, ça c'est la réalité. C'est vrai aussi que des fois, il n'y a pas assez d'aides-soignants pour faire les repas. Ça aussi, c'est une problématique qui existe. D'accord. La qualité des repas, c'est aussi une problématique. Il faudrait peut-être un jour qu'on arrive à fixer le montant d'une somme allouée pour les repas, donc qu'il soit minimum fixe. On sache exactement. Parce que quand on parle de 4,50 €, est-ce que ce sont uniquement les aspects alimentaires ou est-ce que dans l'intérieur, il y a toute la partie technique des cuisiniers? Ça change tout. Parce que si c'est 4,50 € de nourriture, certains cuisiniers vous disent, et j'ai posé la question, ils nous disent oui, c'est largement suffisant. Vous comprenez? Donc, il faut modérer les choses, il faut analyser les choses, il ne faut pas les balancer comme ça en disant toujours à l'attaque, à charge, etc. Et nous, c'est ce on veut, on veut se battre contre la meute médiatique qui chaque année fait de ce sujet, qui est un sujet ultra sensible, un marronnier. Un marronnier. Vous savez, nous, quand on a fait le premier palmarès des maisons de retraite avec France Info, on avait des liens sur Internet. Le responsable informatique, le responsable d'Internet à France Info m'a dit, écoute, enfin, il m'a dit, écoutez, parce qu'on se connaissait, il m'a dit, écoutez, vous avez fait le deuxième score le plus élevé de nos retours sur notre site avec le Fukushima, le tremblement de terre. C'est-à-dire la sensibilité déjà en 2010 de ce sujet, parce qu'il touche tout le monde. Touche tout le monde. Donc, nous, ce qu'on a voulu répondre, c'est pour informer il y a des attaques, on a des choses qui sont avérées ou non, le futur le dira, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites en dépit du bon sens, et on essaie de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Nous, on entend les témoignages, hein, on entend, hier, j'ai vu un reportage sur une personne qui disait que sa mère, qui avait 80 ans, avait passé 2 ans et avait été maltraitée dans un EHPAD, peut-être même très maltraitée, violentée, parce qu'elle avait eu des fractures de tout ordre, dont la mâchoire, les dents, la tête, etc. Moi, j'écoute, mais ce témoignage, je le vois plus comme une chute d'une personne âgée fragile, très fragile, que contre un acte de malveillance. Vous comprenez? Je le vois plus dans ce sens-là. Je comprends la peine qu'a la personne, je comprends le coup que ça dit. On payait cher, on aurait dû avoir une personne qui ne soit pas comme ça. Oui, c'est vrai. Vous payez cher, mais ce n'est pas parce que vous payez cher que vous ne prenez pas de Covid, que vous ne prenez pas de loterie, etc., etc. Vous comprenez? J'essaie de rester dans le bon sens et dans la bonne analyse. Je ne veux pas défendre les sociétés privées. J'essaie de remettre, parce que je connais le travail qu'elles effectuent. Néanmoins,
je suis en lien avec elle. Chaque année, on attribue des notes au groupe par rapport au programme qu'ils nous soumettent, par rapport au fonctionnement qu'ils ont mis en place dans l'année. Voyez. Donc, on leur demande qu'est-ce que vous avez fait dans l'année pour améliorer vos prestations, vos services. Ils créent des fondations, ils créent des liens particuliers avec les familles, ils mettent de la domotique en place. Voilà, ils font des choses, il faut leur reconnaître. Et si on ne passe son temps qu'à leur tirer dessus et à dire que, d'abord, quand vous tirez sur un EHPAD privé, vous tirez sur tous les EHPAD parce que les gens font l'amalgame. D'accord. Et justement, privé et public, dans vos évaluations en 18 ans, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que les privés sont mieux? Est-ce que le public a des meilleures évaluations chez vous que le privé ou le statut est indifférent? Ce sont deux catégories différentes qui ont des notes qui se ressemblent un peu. C'est-à-dire que, comme dans notre trophée attribué chaque année, on a deux catégories. On a les meilleurs de l'année et les meilleurs rapports qualité prix de l'année. Pourquoi? Parce qu'un public ne pourra pas proposer des prestations hôtelières et de standing du niveau que d'un privé. Ah d'accord, ok, d'accord. D'accord. On ne sera jamais à la hauteur. Mais donc, c'est ce que dire que si vous les mettez dans une seule catégorie, le privé, au niveau du standing, sera toujours Ben moins oui, qualité donc nous, on a des établissements publics qui sont superbes, alors qu'ils n'ont pas le même standing, mais qui sont superbes. Cette année, on a attribué des notes, vous verrez dans 15 jours, on a attribué des notes à 3 établissements publics sur Saint-Étienne, sur le 13, je ne me souviens plus quel autre village, et puis sur les Dorines aussi, non pas sur les Dorines, sur un autre modèle, mais sur le groupe SOS. Il n'y a rien à reprocher. Seulement, le standing n'est pas le même. Voilà. Et on n'est pas sur les mêmes tarifs. Donc, ce sont deux possibilités différentes. Mais vous savez, nous, on est sur les routes en permanence. Nous, on n'est pas dans les 4 étoiles. On est dans les 1 étoile. Et j'y dors bien. Comprenez? Il y a une place pour chacun. Voilà, c'est notre raisonnement. L'important, à nos yeux, c'est que les prestations correspondent au tarif qui est demandé. Si nous avons des privés qui ont des tarifs très élevés et qui ne mettent pas les prestations en face, c'est mal noté. Nous, les prestations, qu'elles soient chères… Donc en fait c'est une notation relative plutôt. C'est une notation relative. C'est des prestations et un tarif. Si l'établissement est cher, mais que les prestations soient de haut niveau, ça ne nous dérange pas. C'est une clientèle particulière. Il y a des gens qui veulent ça. Ils ont ça et on ne peut pas ne pas bien noter ça. Vous voyez, l'année dernière, on a attribué à PA les terrasses des Suresnes. Moi, j'invite les gens qui sont aux alentours et qui ont des doutes à aller voir cet établissement. C'est ouvert. Nous, on a attribué 10, on lui a dit c'est le meilleur de l'année. Allez-y, visitez-le. Regardez comment vous allez être accueillis, demandez des renseignements. Voilà, c'est ça. On est un livre ouvert. Toutes les notes qu'on attribue, vous pouvez les consulter sur le site. On peut aller les discuter. OK, vous pouvez discuter en disant vous avez mis un point trop à celui-là. Oui, des fois, on a des gens qui nous le disent. Vous avez été généreux ou vous n'avez pas été gentil avec celui-là. Voilà. C'est subjectif aussi, hein, mais c'est une photographie. Et nous, à la différence de beaucoup, c'est que nous avons, non pas sur une commune, non pas sur un département, mais sur un territoire national, la vision de ce qui se fait depuis 18 ans. D'accord ? Donc, on peut discuter nos notes, on peut discuter des avis qu'on porte, mais néanmoins, on a ce passé qui nous donne une forme de crédibilité sur les notes que nous attribuons. La réaction des politiques, comment est-ce que vous la jugez? Est-ce que vous jugez que les politiques ont connaissance de la situation, connaissance des situations, enfin, sont suffisamment informés de l'environnement des EHPAD? Je me le demande, sincèrement, je me le demande. J'ai été franchement agacé, pour ne pas dire plus, des commentaires qui ont été faits par 2 personnes. Je ne parle pas d'autres, il y en a eu beaucoup, mais 2 personnes qui, pour moi, sont dans la démagogie et dans l'idéologie. Alors, le premier que je vais évoquer, c'est
Juvin, qui est quand même un directeur de service dans l'un des plus grands hôpitaux de Paris. Ah oui, oui, c'est surprenant qu'il ait fait ces déclarations. Oui. Ah, ben moi, je tombe à l'inverse. Je veux dire, quand je lis ça, Oui. je me dis, mais comment un homme qui est responsable politique, et ça doit être le numéro 5 de LR, s'est présenté à la primaire. Oui, puis qui est reconnu pour ses interventions sur le Covid. Oui. Alors, moi, quand je lis, il y a une maltraitance quasi institutionnalisée, généralisée dans les EHPAD, je dis, écoute, je ne peux pas cautionner des propos pareils. Je trouve ça lamentable. D'autant plus que, d'abord, c'est une insulte. C'est une insulte à tous ceux qui travaillent dedans. Ça, c'est la première chose. Mais c'est même une insulte à nous-mêmes. C'est-à-dire, nous qui notons les établissements, à qui nous attribuons des fois des notes, des très bonnes notes, ça veut dire qu'on justifie de la maltraitance. Ce qu'il dit, c'est ça. Ils sont tous maltraitants et vous leur donnez des bonnes notes. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'où ça va? Et à titre d'information, hein, sur sa commune, parce qu'il est quand même maire de la Garenne, il y a 2 établissements privés. 2. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a que 2 établissements et ils sont tous les 2 privés. Ben, pourquoi il ne les a pas fermés alors, puisqu'ils sont institutionnalisés dans la maltraitance? On peut se poser la question. Donc ça, c'est le premier. Je ne parle pas des autres parce qu'il y en a tellement. On est à 4 mois, on est à 3 mois ou 4 mois d'élection, donc ça fuse. Et puis alors, deuxième, c'est hier, Mme Bourguignon, qui a reçu les 2 directeurs de groupe d'Orpea, leur signifiant qu'elle avait diligenté 2 enquêtes, l'une à l'inspection générale des affaires sociales, focalisée sur les actes de maltraitance, et puis la deuxième par l'inspection générale des finances, axée sur l'utilisation des fonds publics, les soupçons de pratiques financières. Ça, je dis très bien, c'est son rôle, c'est parfait, elle est dans son rôle. Il y a eu des arguments qui ont été posés, il y a des attaques. C'est normal qu'elle fasse son rôle. Elle a des gens qui lui demandent d'ailleurs de le faire. C'est juste. Maintenant, dire ils sont venus avec des dossiers que je n'ai pas acceptés, ça veut dire que vous faites venir des gens qui n'ont même pas le droit de vous déposer leur défense. Mais alors, on va où? Ils sont préjugés. Le droit de la défense, il est où là-dedans? Si dès le départ, on dit ça ne m'intéresse pas, ce que vous avez à nous dire ne nous intéresse pas, vous êtes coupable. Mais alors, on tape la tête contre les murs. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas dans le droit, là. On n'est pas dans le droit. Mais je ne sais pas si aujourd'hui les politiques se rendent bien compte des déclarations qu'ils font. Parce que ce qu'elle oublie, c'est que ce qui est attribué, l'enveloppe qui est attribuée aux établissements pour leur personnel, c'est eux, c'est l'État. Ce qu'elle oublie aussi, c'est qu'à des arts, quand elles reçoivent des plaintes, elles ne les instruisent pas beaucoup, par manque de personnel. Donc ça part à droite, ça part à gauche, et puis il n'y a pas de suite. Ce qu'elle oublie aussi, c'est que ce qui est devenu la réforme du grand âge. Ça fait 20 ans qu'on nous en parle. 20 ans. Et ça s'est tous passé. Ça a commencé par Chirac. Sarko a fait pendant 5 ans des assemblées générales avec Mme Bachelot. Ça a discuté. Quand il a fallu sortir le bilan, il ne s'est strictement rien fait. Et on le sait pourquoi il ne se fait rien. On le sait. C'est une question budgétaire. Bien sûr. Je vais vous donner quelques chiffres, hein, parce que c'est important de mettre des chiffres sur son livre, puisque eux n'en mettent pas de chiffres. Ce qui est demandé aujourd'hui par des associations telles que la BPA, de M. Chambert, qui est assez connu, c'est 0,8 pour 1. Oui, donc pour 10 résidents, il y aurait 8 salariés. Voilà, sur 10, il y a 8 salariés. Certains disent qu'il faut du 1 pour 1. 1 pour 1, c'est sur les structures actuelles, sans en avoir davantage, entre 12 et 15 milliards par an. 12 à 15 milliards par an. Oui, c'est comme si chaque résident, enfin, c'est faux, mais oui, le coût par résident serait un coût d'un salaire, quoi. Voilà, astronomique. Il faut savoir qu'une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir d'abord recruter des personnes, les former, parce qu'elles ne sont pas formées,
Donc, il va falloir, pendant le temps de formation, prévoir de remplacer le 1 pour 1. Donc, vous voyez, c'est presque même plus du 1 pour 1, il va falloir aller au-delà. Donc, un coût supplémentaire et de formation et de remplacement. Et ensuite, quand vous avez formé les personnes, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont vous dire, écoutez, moi, maintenant que je suis formé, vous n'allez pas me payer au même salaire. On est d'accord? Donc, tout ça, il faut l'anticiper. Il faut le calculer, il faut l'anticiper, il faut le mettre en place, il faut le budgétiser. Puisqu'on considère qu'il n'y a pas assez de personnes pour mettre un service ou un bien-être à nos aînés dans les établissements, eh bien, il faut le prévoir, mais aujourd'hui, le prévoir, c'est très compliqué. D'autant plus que si je lis les perspectives de l'adresse, Oui, oui, il manquerait pratiquement 110 000 places à 2030. C'est ça, hein? 110 000 places à 2030. C'est ça, c'est la folie. Plus, La folie. plus 20 ans après, Juste pour ceux qui nous suivent, ça fait qu'il manquerait 21 EHPAD sur le Grand Lyon, par exemple. Juste voilà, pour situer. voilà. Et puis, 20 ans après, il en manque 211 000 Mm. places. Donc, vous voyez dans quelle situation, parce que je vais même plus loin, parce que certains dans l'idéologie ont dit il faut à tout prix ne plus donner d'agrément au privé. Pour ce qu'ils en font, c'est lamentable. Et vous avez calculé, si vous ne souhaitez pas que le privé participe aux besoins futurs que nous allons avoir, ce que ça va coûter à l'État avec des finances qui sont exsangues. Non, mais je ne sais pas si les politiques calculent quand ils ouvrent la bouche, ou ils n'étudient pas le dossier, de toute façon, ils coiffent dans le sens du poil, et c'est l'idéologie pure et simple. Mais voilà, on est dans une. Comment aujourd'hui on peut discuter le privé, la remise en cause du privé et sa perspective dans le futur? C'est indispensable. L'État est exsangue, il a des demandes, tous les corps possibles, que ce soit la police, la justice, la santé, l'éducation, il y a des besoins de partout. Et vous voulez dire, il va falloir ajouter de temps, parce que là, je vous ai dit 12 à 15, mais si on rentre dans les constructions futures des EHPAD, il va falloir sûrement faire, parce qu'on dit, il faut changer le modèle EHPAD. Écoutez, trouvez-moi-en un autre, et puis après, on en discutera, parce que ça fait 20 ans que j'entends la même chose. Il y a deux choses que j'entends depuis 20 ans, c'est il faut changer les EHPAD, et deux, il faut enlever la dépendance à EHPAD. Écoutez, ça fait 20 ans que ça existe, et la dépendance, elle reste toujours là. Voilà. On est dans des clivages de cet ordre-là, c'est ridicule. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que tous les acteurs, hein, je ne m'y mets pas dedans, hein, je ne suis pas là pour mettre autour d'une table, si on me demande, je l'accepterai, mais ça ne m'intéresse pas forcément, ça ne m'intéresse pas même du tout. Ce que je voudrais, c'est que tous les acteurs du secteur se mettent autour d'une table pour examiner la situation, mais tous privés, publics, associatifs, hein, voir les manques qu'ils ont, voir les solutions d'adaptation. Alors oui, le Ségur a apporté un petit peu d'argent aux aides-soignants, ça fait du bien, etc. D'autant plus que l'aide qui a été apportée par rapport au niveau de salaire, c'est très significatif. Mais ce qui serait bien, c'est qu'un jour, ils se mettent autour d'une table et disent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut financer dans le futur avec les perspectives et puis ce qui nous est demandé aujourd'hui. Comment on fait pour former le personnel ou éventuellement comment on fait pour le recruter, etc. Parce que vous savez, en frontière associative, privée ou publique, pour trouver du personnel, quand vous avez le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, qui payent 30, 40, 50, 60% plus cher leurs salariés, eh bien, aller demander à des établissements de les recruter, c'est quasi impossible. Vous comprenez? Donc là, on est dans la réalité. On est dans la réalité. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est essentiellement être dans la réalité des choses et comment dire, on est rentré un petit peu dans la discussion de cette bataille qui est née contre les groupes parce qu'on ne la trouve pas juste. Voilà, on la trouve pas juste. Et notre souhait, c'est d'un petit peu de remettre les choses à leur place et d'expliquer aux gens que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, surtout. Et c'est ça l'important. Il faut savoir que même les exemples qui sont donnés aujourd'hui par la presse, on en reçoit tous les jours, deux, trois, c'est, à nos yeux, c'est presque dérisoire. Il y a aujourd'hui 7500 établissements, ce qui représente à l'échelle aux alentours de 650 000 à 700 000 résidents. Ça représente 450 000 salariés.
Donc, quand on a des cas, on ne peut pas éviter des cas particuliers, des conflits de salariés, des conflits de résidence. C'est quasi impossible dans n'importe quelle structure, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est quasi impossible. Nous, on a tellement reçu des fois des discussions de salariés qui n'étaient pas contents, etc. On a dit, on ne veut pas prendre, on va pas prendre parti avec nos soucis. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est l'avis du Conseil de vie sociale. Voilà. On va chercher le président. On lui dit, vous nous faites une lettre D'accord. En plus, pour signée. améliorer vos évaluations. Voilà. On dit, vous nous faites signer, vous nous signez un courrier comme quoi vous avez des plus, des moins, vous nous dites les plus et les moins que vous avez, et vous nous faites un courrier comme quoi tout se passe bien dans votre structure. Si vous en êtes content ou si vous ne l'êtes pas. Voilà. Et pour participer au concours dont je vais vous parler, nous exigeons ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas participer à notre concours des meilleurs projets si on n'a pas reçu de la part du Conseil de vie sociale une lettre nous garantissant que tout se passe bien à l'intérieur de la structure. Parce que le Conseil de vie sociale, c'est une représentativité, des résidents, de la direction et des salariés. Donc, les conflits indépendants, on les laisse se régler et nous, on se fie qu'à ce qui est dit par le Conseil de vie sociale. Alors, pour vous parler un petit peu de ce que nous faisons et du positif, c'est-à-dire que nous, on essaie aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'au départ, nous étions considérés comme des snipers. Pourquoi? Parce qu'on faisait des critiques, des fois acerbes, sur des structures qui n'étaient plus du tout aux normes, totalement obsolètes, déshumanisées, avec des chambres à 2 ou 3 lits, sans douche. C'était le modèle des années 2000, au début des années 2000, c'était ça. Et le besoin de réforme était indispensable. Et elle a été faite. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi, dans ce marasme que nous connaissons, les gens ne s'élèvent pas pour dire, mais voilà ce que nous avons fait. Voilà ce que nous avons fait depuis 20 ans. Ils ne s'élèvent pas, ils ne le disent pas. Et nous, c'est ce que nous faisons, nous le disons, ils ont fait du bon boulot. Dans l'ensemble, ils ont fait du bon boulot. Il faut le reconnaître. Donc, on essaie de donner la parole à tous ceux qui font des choses positives dans les structures aujourd'hui. Donc, on est passé du sniper à celui qui dit, bah, écoutez, voilà ce qui se passe. Alors, on interviewe des acteurs importants du secteur et on a créé, donc, avec le palmarès, qui est un palmarès subjectif sur nos enquêtes, on a complété par un appel à projets, les meilleurs projets, les plus belles initiatives réalisées par les animateurs au sein des structures, comme fil rouge de l'activité de l'année. Et on leur a dit, bah, présentez-nous votre projet terminé en vidéo. Et on les fait participer à un concours avec, on fait différentes catégories, et on reçoit des projets qui sont magnifiques. Alors, comme on ne veut pas être jugé parti en permanence, on a pris des personnes extérieures, des journalistes extérieurs, pour participer au vote du jury. Et donc, puisque le concours, nous avons comme partenaire Capital.fr, nous avons Epadia, qui est un journal d'EHPAD, et nous avons Théorème, qui est une structure de consulting pour améliorer les résultats dans les EHPAD en termes de qualité. On a pris, chacun d'eux peut voter avec nous, et on attribue donc des trophées aux meilleurs projets, de façon à présenter d'abord, pour eux, de présenter des projets qu'ils font à l'intérieur de leur structure, mais aussi ce qui nous permet de montrer un autre monde au public, fait de visage heureux, qu'ils soient résidents ou soignants, enfin, très loin de ce qui est décrit par certains comme une véritable réalité. Nous on la voit, cette réalité. Donc, ça n'est pas que de la maltraitance, que de l'absence de bientraitance, etc. Nous, on voit des choses qui sont très positives et des gens heureux dans les structures. Donc, c'est ce qu'on se bat pour le dire. Super. Une conclusion à l'émission? Le problème de l'indépendance aujourd'hui va faire que s'amplifier. Il est important que les médias prennent conscience qu'en faisant un marronnier régulier sur les insuffisances et sur la maltraitance
pas toujours avérées, qu'il jette un voile et un opprobre sur tout un secteur qui n'a pas de leçon à recevoir d'humanité. Les gens sont dans ces structures, font pour la plupart un travail admirable, difficile, des fois pas très bien payé, et qui mérite le respect. Et pour l'instant, avec la semaine qu'on vient de passer, ils ont été giflés, ces personnes. Voilà ce que je veux dire. Et je parle pour eux. Super, super. Merci David Jacquet. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur de maison retraite sélection.fr. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt.